Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et cette semaine on va continuer toujours et encore dans les épisodes spéciaux FAQ car oui, vous avez été très curieux et m'avez posé beaucoup de questions. À vrai dire même il y aura sûrement un épisode 4, je pensais que ça allait s'arrêter à celui-là mais j'ai encore eu quelques questions et j'aurai pas le temps de répondre à tous donc il y aura un épisode 4 qui sera peut-être un mixte avec un autre épisode ou alors peut-être que d'ici là encore une fois vous avez encore un peu de temps, une semaine pour m'envoyer des questions et je pourrai y répondre. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien et se prépare à un bel été et à de belles vacances pour ceux qui peuvent partir en vacances été. Moi, je faisais partie de la team qui ne pouvait pas pendant des années. Et cette année, je vais pouvoir me prendre une petite semaine a priori. Et justement, c'est la belle transition pour l'habituel 36-15 ma vie, car je vais parler un peu de mes vacances. Car vous le savez, enfin, il me semble que j'en ai déjà parlé. Mais bon, que voulez-vous, l'âge, ça n'aide pas beaucoup, je commence à vieillir, mais bref, j'ai une semaine de vacances imposée fin juin. Et après avoir longtemps réfléchi, tergiversé dans tous les sens pour savoir si j'allais à Sapporo ou non, j'étais pas sûr parce que bon, prendre l'avion, etc., vu que je m'y prends à la dernière minute, ça me faisait un peu chier de tout préparer, puis j'avoue, j'aime pas prendre l'avion, alors non pas que j'ai peur de l'avion, parce que j'ai pris l'avion un nombre de fois, peut-être pas incalculable, il y a sûrement plein de gens qui me battent, mais j'en ai pris souvent. Mais c'est juste que voilà, moi ça me saoule de prendre l'avion, faut prendre un train, faut que tu as tous les trucs, passer la douane, passer vérification, tout enlever. Bon, en plus j'ai toujours plein de conneries dans mon sac, donc ça me prend toujours 15 minutes pour tout enlever, enfin c'est toujours super chiant. Je passe toujours par un moment donné où ils vont regarder l'intégralité de mon sac parce qu'il y a un truc qui va pas, puis finalement tout va bien, enfin bref. Je trouve ça chiant, l'avion c'est pas très pratique, moi je ne voyage pas en deluxe, donc je voyage toujours en éco, donc c'est pas très confortable. Donc honnêtement je préfère les voyages en train, comme disait le petit corps pas très en forme. Moi voilà, je préfère les voyages en train. Mais c'est vrai que bon, pour aller à Sapporo, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, c'est quand même aussi... Il y a prendre le train, je pense que jusqu'à Sapporo, ça prendrait quand même énormément de temps, puis c'est moins cher. Ouais, c'est surtout moins cher. Et donc voilà, j'ai regardé un petit peu, puis j'avoue que Sapporo me plaisait bien, surtout pour les températures. Mais un peu trop compliqué à s'y prendre, pour s'y prendre en retard, fallait que je cherche d'autres trucs. Les aéroports, pareil, vu que je voulais pas trop dépenser, parce que je connais pas trop la période, là c'est un peu la saison des pluies, donc je voulais pas non plus... puis je veux faire des économies. Donc voilà, Sapporo paraissait compliqué, parce qu'il faut faire un aller-retour Sapporo, si on prend un aéroport à Hakodate, ce que je voulais faire au départ, il n'y a pas les low cost, donc bref. Ça commençait à être un peu le bordel, donc je me suis dit, bon, Sapporo, on va mettre ça de côté, on verra pour plus tard. J'ai toujours envie d'y aller, j'ai toujours envie de découvrir, mais bon, ce sera pour un petit peu plus tard, le temps de bien préparer, peut-être même pour rester plus qu'une semaine, parce qu'une semaine c'était peut-être un petit peu juste. Donc j'ai regardé un peu où je pouvais aller, et puis voilà, potentiellement j'ai préparé un petit planning de vacances autour de Kanazawa. Je me suis souvenu mais je dis potentiellement parce que je me suis souvenu que le mois de juin, c'était pas forcément la meilleure période pour partir en vacances, vu qu'on est en plein dans la saison des pluies, comme je vous le disais. Là justement aujourd'hui j'enregistre et il pleut, pas comme vache qui pisse, mais il pleut. Il a plu, on a commencé déjà il y a une bonne semaine à avoir pas mal de pluie. Ça s'est un peu arrêté, puis là ça commence à revenir. De toute façon, la saison des pluies au Japon, c'est pas de la pluie pendant un mois ou 2 mois, c'est pas la mousson, quoi, c'est pas ça non plus. Mais c'est qu'en gros, pendant un bon mois, vous allez avoir beaucoup de pluie souvent. Et quand il pleut, en fait, il pleut non-stop. C'est-à-dire qu'il peut pleuvoir pendant 24 heures, voire un peu plus. Et il n'y a pas de. C'est pas genre des pluies torrentielles, genre on peut pas sortir. Alors parfois avec le typhon, si, parfois il y a le vent et tout, etc. Mais souvent, c'est juste qu'il pleut. Il pleut et ça s'arrête pas. C'est pas comme nous en France où il va pleuvoir pendant 2 heures, puis après il va faire à peu près beau, puis il va peut-être pleuvoir 4 heures plus tard. Là non, il n'y a pas d'alcalmie, c'est il pleut, puis ça s'arrête jamais. Après il y a aussi, encore une fois, vu qu'il y a les typhons, il y a aussi le côté parfois, vous allez vous prendre des rafales de vent dans la gueule. À Kyoto, on n'est pas trop emmerdé par les typhons, je dois l'avouer, même par la pluie, les inondations. De toute façon, Kyoto, en règle générale, c'est quand même assez safe. On en reparlera peut-être un jour dans un podcast. Je pense que Kyoto, c'est pour les gens qui sont un peu hypocondriaques. C'est quand même... Enfin, hypocondriaques, il n'y a pas que... Si, il y a un peu d'hypocondriaque, mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a souvent des problèmes au Japon. Kyoto, je trouve que on n'est pas trop touché par les tremblements de terre, par les typhons, par tout ça. Il y a la chaleur, où il fait plus chaud qu'ailleurs, ça c'est sûr. Peut-être pas qu'ailleurs, genre Okinawa il doit faire plus chaud, mais voilà, le côté un peu cuvette aide pas. Mais sinon pour le reste c'est vrai que c'est une ville qui est quand même assez tranquille de ce côté là, même souvent quand on compare dans le Kansai, Osaka va souvent plus prendre pour les typhons etc, que Kyoto finalement est assez épargné, ou quand il se passe quelque chose souvent nous on a le bout du truc, mais on n'est pas à l'épicentre quoi.
Donc ça, j'avoue que c'est quand même un bon côté de la ville. Mais bref, vu que c'est la saison des pluies, bah, j'avoue, je suis en pleine hésitation à réserver. Car s'il pleut comme vache qui pisse, ce qui est le cas hein, pendant la période des pluies, c'est normal hein, qu'il pleut comme vache qui pisse, il y a une certaine logique quand même. Du coup, voilà, j'ai un peu peur de réserver à ce moment-là. Pour l'instant, je suis à moins de 20 jours environ de mes vacances, je pense. Même à moins de 20 jours, c'est ça, parce que je pense que je partirai vers le 23. J'ai rien réservé et ça m'emmerde un peu car c'est l'anniversaire de ma Megumi. Donc ça serait un truc sympa pour son anniv de partir en vacances quand même. Donc je suis en mode un peu de doutage. Et je vais sûrement prendre mes résas à la dernière minute suivant la météo finalement. Si la météo est mauvaise, ça sera une semaine de repos sur Kyoto. Bon, ça sera pas très funky, mais bon. Mes dernières vacances remontent à 3 ans. C'est vrai que j'aurais bien aimé faire de vraies vacances. Vacances où on part quelque part et puis vraiment on n'est pas chez soi et autres. Mais bon, s'il fait pas beau, j'économiserai quand même pas mal d'argent parce que rester à l'hôtel s'il pleut ou se balader sous 3 tonnes de pluie, c'est pas hyper agréable. Et à mon avis, connaissant ma Megumi, elle sera pas hyper chaude pour passer la journée sous la pluie. Sinon, j'ai passé un bon week-end le week-end dernier. J'ai revu samedi des anciens étudiants du Nihongo Center, l'école où j'étais à Kyoto. Bon, il y en avait un surtout que je voulais voir parce que c'était un ami à moi avec qui j'ai souvent parlé et qui revenait au Japon via une alternance avec son master. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu, je pense que je vous en ai déjà parlé de lui, qui s'est beaucoup battu pour revenir et qui est franchement sur la bonne voie pour s'installer. En gros, lui, il est venu au Nihongo Center, il a fait ses 2 ans, ça n'a pas été facile pour lui. Peut-être qu'un jour, ce serait bien de faire une interview, parce qu'il a un profil un peu atypique, il était entre 2 classes, donc c'était compliqué pour lui, entre 2 niveaux, pendant tout le long. Mais c'est un mec qui s'est vraiment accroché et tout. Puis il était vraiment très fatigué au bout d'un moment, au bout de 2 ans, parce que c'était beaucoup de pression. Il est rentré en France. Puis en France, il s'est remotivé. Il a fait une école pendant le Covid. Hein, et donc il a fait une fac de japonais. Mais bon, après la fac de japonais, c'est le problème de faire des facs de langue. Hein. Qu'est-ce que vous faites avec une fac de langue? Soit vous êtes. Déjà, la plupart des mecs qui ont fait des facs de langue, ils reviennent en France. Ils vont étudier un peu au Japon pendant une année. Puis ils peuvent rien faire après. Parce que c'est quoi votre spécialité? C'est parler japonais. C'est bien, mais il y a encore parler. Souvent, c'est écrire, pas forcément très bien parler. Et du coup, qu'est-ce que vous faites au Japon quoi? Des gens qui parlent et qui écrivent japonais au Japon, il y en a beaucoup. Donc, à moins de faire un truc qui est lié avec le français et tout, ça veut pas dire que vous pouvez pas trouver, mais c'est quand même plus compliqué de trouver un visa comme ça. Et souvent, les gens rentrent et puis ils vont faire plutôt un travail en France lié au Japon. Voilà, ça va plus être ce jeu comme ça. Et du coup, lui, c'est pas ce qu'il voulait. Lui, il voulait vivre au Japon. Mais bon, il avait qu'un bac plus 2 aussi, ou je sais même pas s'il avait un bac plus 2, mais je crois que oui. Donc là, ça lui a permis d'avoir un master, le bac plus 3, ce qui aide aussi après pour les visas. Et puis après, il s'est orienté dans une école plus d'informatique, où il s'est vraiment orienté. Hein, c'est quelqu'un qui est quand même assez âgé, il a plus de 30 ans maintenant. Et du coup, il s'est orienté là-dessus. Il a fait un master, il a utilisé beaucoup d'économies, il travaille à côté hein, pour pouvoir payer tout ça, parce que encore une fois, c'est pas un étude, il n'a pas 20 ans. Quoi. Et là, maintenant, il a pu trouver une alternance dans cette école, au Japon directement. Bon, le fait qu'il parlait bien japonais l'a aidé aussi, parce que son niveau en informatique est pas très bon, il a qu'1 an finalement, donc c'est pas non plus un spécialiste. Mais voilà, il a réussi à trouver une alternance, et donc je suis super content pour lui, parce que c'est un mec qui se bat beaucoup pour revenir ici. Vraiment, il s'est beaucoup donné les moyens. Moi, je l'avais revu à Strasbourg, quand j'avais fait mon Digital Nomad à Strasbourg, donc voilà, je suis très content qu'il a enfin pu revenir. Bon, là, c'est une alternance, c'est pas encore un visa à plein temps, mais ça a l'air quand même bien engagé, puis je pense que vu son niveau de japonais, vu maintenant la voie qu'il prend dans l'informatique, vu que c'est un mec motivé, moi j'ai aucun souci pour lui, je pense qu'il arrivera à réaliser son rêve de vivre au Japon et d'être installé définitivement, même je pense qu'à un moment donné il vivra sûrement mieux que moi au final au Japon. Donc voilà, j'ai revu cette personne-là le week-end dernier. Puis il y avait 2 autres étudiants qui étaient là, que je connaissais moins, voire pas du tout pour un, qui ont des parcours vraiment totalement différents. Il y en a un qui est revenu il y a quelques mois, qui parle très très bien japonais. De toute façon, les 3 parlaient très bien japonais, je suis un peu le mouton noir du truc. Il travaille en tant que manager dans un hôtel de luxe sur Osaka. Il vient juste de bouger. Avant, il était sur Hiroshima, il était revenu en octobre, donc au Japon. Il avait réussi à trouver un boulot. Lui aussi était revenu en France. Lui aussi, c'était un mec qui avait beaucoup travaillé quand il était étudiant, donc il était très fatigué, que ce soit au Japon ou quand il est revenu étudier en France. Il a étudié à la même fac de japonais, donc c'était marrant parce qu'ils étaient dans la même école au Nihongo Center. Ils se sont retrouvés dans la fac de japonais à Strasbourg avec une autre fille aussi qui était pareille, donc c'était assez rigolo. Et puis voilà, lui, il a réussi à trouver un boulot en étant à Strasbourg. À Hiroshima, il avait travaillé beaucoup dans des hôtels avant, en faisant des petits boulots. Et vu qu'il parlait très bien japonais, il a réussi à se débrouiller. Et dans un hôtel de luxe, donc un beau travail, bien payé, mais beaucoup de travail. Il avait beaucoup d'heures sup tous les jours, il n'avait pas de vie. Donc là, il a pu bouger à Osaka, où ça a l'air un peu plus tranquille. Il va pouvoir enfin profiter d'avoir un salaire correct et d'avoir un peu du temps pour lui. Donc il avait l'air quand même d'être content. Puis par rapport à quand je l'avais vu, moi, à Strasbourg, le gars était vraiment très très fatigué. Hein. On aurait dit un junkie vraiment, parce que il travaillait à la fac, il travaillait à l'école dans un hôtel de nuit. Le mec, ça faisait 4 ans qu'il faisait ça, même plus.
et on sentait que voilà, c'était too much, et là bon, franchement ça faisait plaisir à voir, il avait l'air d'être beaucoup plus épanoui. Puis lui aussi, il a réussi son rêve de venir vivre au Japon. Puis lui, c'est quelqu'un qui adore parler japonais, justement, il est content d'être à Osaka parce qu'il peut parler japonais avec des japonais, etc. Donc il est content de pouvoir pratiquer, d'améliorer, de pouvoir partager. Il adore aller dans les bars et autres, donc je pense qu'Osaka sera une ville faite pour lui. Et puis le troisième, c'est un gars je connaissais pas, moi qui était dans l'école aussi où j'étais au Nihongo Center, mais je pense qu'il était peut-être là une fois que je suis parti, que j'ai peut-être croisé une ou deux fois comme ça quand j'étais revenu, mais je ne connaissais pas plus que ça. Lui, c'est un étudiant qui est à temps complet. Voilà, c'est son boulot d'être étudiant. Après l'école de langue du Nihongo Center où il a fait 2 ans, je pense, il a fait une Senman Gakko pendant 2 ans, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est des écoles un peu professionnalisantes. On vous dit souvent que si vous voulez faire une école de langue au Japon, une école privée, vous pouvez faire 2 ans, puis après il faut rentrer, vous pouvez pas avoir plus de 2 ans de visa. Ce qui n'est pas vrai, parce que vous pouvez faire une Senman Gakko, qui est donc une école un peu professionnalisante où vous allez apprendre un métier et aussi apprendre la langue japonaise. Donc il y en a plusieurs, il y a des trucs de l'hôtellerie haute, c'est souvent des écoles qui sont quand même difficiles, il faut déjà avoir quand même un petit niveau de japonais, hein, on prend pas n'importe qui. Mais voilà, ça peut être un bon plan pour pouvoir rester plus longtemps au Japon, puis surtout si vous n'avez pas de bon diplôme, vous n'avez pas le diplôme qui va bien pour venir au Japon, vous n'avez pas le bon profil, ça peut vous permettre de vous réorienter. Par contre, ça va vous coûter cher, hein, parce qu'une école, vous allez avoir fait les écoles de langue avant, plus la Senman Gakko, ça va vous coûter beaucoup cher, hein. Enfin ça va vous coûter très cher, beaucoup cher, ça veut rien dire, très cher. Donc attention si vous voulez faire ça, mais en tout cas c'est possible. Donc il y a des gens comme ça qui font 4 ans d'études, de visa étudiant, en ayant fait l'école de langue privée, plus la Senman Gakko par la suite. Donc lui c'est ce qu'il a fait. Et ensuite, lui, il a enchaîné sur l'université. C'est aussi un point d'entrée pour l'université, par exemple, si vous voulez continuer vos études. Mais bon, pour ça, il faut quand même les moyens, hein, parce que lui, ça fait 6 ans, il a 37 ans, ça fait 6 ans qu'il est étudiant, finalement. Et je ne lui ai pas demandé. Et puis c'était quelqu'un qui est très réservé, donc du coup, j'avoue, je n'ai pas pu trop lui parler. Puis on était 3, il y avait plein de gens que j'avais pas vu depuis longtemps, puis voilà, il y avait mon pote, et puis lui, c'était un peu la star du moment, parce qu'il revenait au Japon. Donc voilà, il avait beaucoup de choses à raconter. Et du coup, lui, j'ai juste compris que ça faisait 37 ans il avait 37 ans, que ça faisait 6 ans qu'il était étudiant. Mais du coup, la question que je me suis posée après, je me suis dit, mais comment il vit? Parce qu'il travaille pas, a priori. Et donc, je pense que mon pote m'a dit qu'il y avait peut-être une histoire d'héritage derrière, que voilà, il avait réussi à avoir un héritage et que ça lui avait permis de pouvoir tenir comme ça. C'est pas un gars qui a l'air de vivre chichement, enfin de flamber, voilà. Il m'a dit son loyer à un moment donné, c'est genre 4 fois moins cher que mon loyer, il doit habiter un petit appart, un truc pas cher pour étudiants et autres. Mais bon, du coup, il a l'air de kiffer, et puis tant mieux. Moi, je suis content pour ces personnes-là. Après, chacun vient quand il a envie, qu'il a un héritage. Moi, j'aimerais bien avoir un héritage et puis vivre tranquille ici, faire ce que j'ai envie, hein. Mais bon, c'est pas mon cas. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, venez comme vous êtes, comme on dit. En tout cas, je suis content parce que ces 3 personnes, l'installation au Japon semble plutôt bien partie. Puis moi, ça me fait toujours plaisir de voir des gens qui sont vraiment motivés pour le Japon, qui aiment le Japon pour plein de raisons différentes et qui le respectent, voilà, qui sont dans une bonne vibe, on va dire, puis qui peuvent s'installer et vivre correctement ici, ou en tout cas, voilà, vivre tranquillement. Ça a l'air d'être bien parti pour les 3, en tout cas. Et bon, on va discuter un peu, on a discuté ensemble un peu de nos vies au Japon et des problèmes finalement avec les Megumi. J'ai pu confirmer beaucoup de choses finalement que je vous raconte et qui ne sont du coup pas forcément clichés au passage, parce que parfois je vous raconte des choses par rapport à mon expérience ou des choses que j'ai entendues, mais voilà, ça fait du bien de entendre des gens qui vont vous dire la même chose, qui vont sortir des sons de cloche et effectivement on va dire bah oui, tu vois, moi c'est pareil, moi j'ai le même truc à la maison, ça se passe comme ça, etc. Voilà, ou des choses que moi j'entends, que j'ai pas forcément à la maison, mais que j'ai souvent entendues. Voilà, toutes les généralités un peu basiques sur les Megumi, sur les problèmes de vie au Japon, c'est les mêmes, hein. On a tous les mêmes, et donc c'est assez marrant. Autre chose marrante, les mecs ne payent, donc que j'ai vu, ne payent, alors à part mon pote peut-être qui vient d'arriver, mais les autres ne payent que par cash. Ils utilisent jamais leur CB. Pour eux, ils sont restés au Japon des années post-2018 en quelque sorte, quoi. Où effectivement, quand on payait par CB, c'était compliqué, il fallait tout le temps payer par cash. Alors que maintenant, certes, il y a 75 moyens de paiement et parfois c'est quand même super compliqué pour savoir si tu peux payer avec ta carte Visa. Ah oui, mais pas en touchy, donc le touchy c'est le sans contact. Faut que tu payes avec le truc. Ah non, parce qu'en fait c'est l'Apple Pay, c'est bon, mais pas avec l'Apple Watch. Ou alors ah non, tu peux rien du tout, mais par contre tu peux peut-être payer avec ta carte de transport. Ou ta carte de transport ça marche pas, mais avec ta carte à points ça marche, mais pas celle-là. PayPay tu peux, mais pas l'autre. Enfin, vous l'avez compris, ça reste n'importe quoi, c'est vraiment compliqué. À chaque fois que tu payes, tu es obligé de regarder tous les petits logos et si la tienne va peut-être marcher ou pas. Mais bon, honnêtement, moi je paye maintenant quasiment jamais en cash au Japon. À part quelques endroits précis qui n'acceptent que le cash, je ne paye jamais en cash. Encore plus si tu as PayPay d'installer, PayPay qui est une appli de paiement.
pas une carte, enfin tu peux aussi avoir une carte, un compte en banque PP, mais on va pas aller dans les détails parce que sinon on va se tirer une balle, mais en tout cas on va dire que c'est une carte de paiement qui te paie des points, voilà, enfin c'est un genre d'appli de paiement qui fait des points. Effectivement PP est accepté quasiment partout, mais si t'as pas PP, voilà, parfois ça peut t'arriver de devoir payer en cash. Moi j'ai encore un café qui n'accepte même pas PP, c'est que du cash only, et pourtant c'est un café hyper hype, machin et tout, mais eux ils ne font que du cash. Voilà, eux du coup ils sont restés dans ce niveau-là à ne payer que par cash, et du coup ils ont même eu une mini syncope en me voyant payer avec mon Apple Watch, genre mais qu'est-ce qu'il est en train de faire quoi. Bah oui mec, on peut payer avec une Apple Watch maintenant, au Japon ça marche quoi. Même si c'est compliqué, faut trouver les cartes qui vont bien avec l'Apple Watch, machin et tout, les cartes japonaises, ce qui est pas simple d'avoir, parce que en France quasiment toutes les cartes vont marcher avec l'Apple Watch, au Japon c'est une carte sur 10 qui peut peut-être être acceptée par Apple, voilà, tout le reste ne fonctionnera pas. Mais vous pouvez le faire. Voilà, maintenant j'ai enfin trouvé ma banque qui accepte mon Apple Watch, avec qui ça a l'air de passer à peu près. Je suis content, on va voir sur le long terme, même si j'ai encore des problèmes pour avoir les points, etc. Mais au moins le paiement a l'air de passer. Donc voilà, je peux payer avec mon Apple Watch, et là je peux vous dire, ils étaient en PLS. Hein. Et pour vous dire, un des 3 Français n'a même jamais fait de carte de transport au Japon. Alors là, j'étais sur le cul. Même les autres étaient sur le cul. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais honnêtement, ne pas avoir de Suica, de Pasmo ou d'Icoca, je peux comprendre qu'on se dit oui, moi le cash, j'aime bien, parce que comme ça, je peux voir ce qui sort, etc. Alors moi, c'est l'inverse, je vois pas ce qui sort quand je paye avec le cash. Je peux comprendre, parce que c'était son point de vue en disant ouais, moi j'aime bien payer en cash, parce qu'au moins je vois l'argent qui sort, etc. Donc, ok. Mais la Suica, la Pasmo, c'est quand même se prendre la tête pour pas grand chose de pas avoir de carte de transport. Ça prend 2 minutes à faire dans une borne. Il savait pas comment on la faisait. Bon, je pense qu'il s'était jamais intéressé, tout simplement. Donc il s'est quand même dit bon, je vais peut-être essayer, voilà, parce qu'on l'a quand même convaincu. Mais ça vous simplifie la vie, même en vacances, il faut faire une carte de transport. Même si vous avez JR Pass, faites une carte de transport, ça vous simplifiera la vie à un moment donné. Et en plus, ma copine me disait que les IC cards, donc les cartes de transport, te donnent une réduction sur les transports à chaque passage, contrairement à si tu achètes un billet à chaque fois. Chose que je savais même pas, moi, personnellement. Effectivement, juste de ne pas avoir à calculer le prix de son trajet avant de prendre le truc, peut-être que vous prenez jamais les transports. Donc dans ces cas-là, ok, si vous avez une voiture, ça vous sert peut-être pas à grand-chose. Mais moi, franchement, je pense que la Suica ou la Pasmo, c'est tous les mêmes. Hein. Elles ont des noms différents, mais elles font la même chose. C'est quand même, d'en avoir une, c'est quand même la base, quoi. Donc j'étais quand même assez choqué. Eux, ils étaient peut-être choqués de me voir payer avec mon Apple Pay. Moi, c'était l'inverse. Quand j'ai vu que le mec avait même pas une carte de transport, j'étais là, mec, pas déconner quand même. Bon, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, je vous dis, on a réussi à le convaincre. Je sais pas s'il l'a fait finalement, mais il était à 2 doigts de vouloir le faire. Et le dimanche, pour mon week-end, j'ai pu me balader dans la préfecture de Nara, dans un coin où je n'étais pas retourné depuis plus de 6 ans. J'étais allé je crois que c'était 6 ans, j'étais allé via Angelo, qui ne fait plus partie des Japon Safari. Alors après le Covid, il y a eu un peu des guerres de guides, voilà. Les gens se sont un peu splittés, etc. Mais bon, ce qui est normal dans ce genre de problème, etc. Je pense qu'il y a dû avoir des petites incompréhensions, des petites guéguerres. Puis comme je l'ai déjà dit, le monde des guides, c'est pas le monde des bisounours. Il y a des guides qui sont très gentils, ou même qui sont très gentils en vrai, mais qui se font la guerre entre eux pour du client finalement, parce que c'est leur gagne-pain. Et parfois, c'est du niveau de gaminerie vraiment de zéro, enfin vraiment niveau zéro. Moi, je les vois parfois s'engueuler sur Twitter, sur machin, ou pas s'engueuler directement, mais discuter entre eux et dire ah mais machin, t'as envie de dire ah les gars, enfin. Faites votre business, laissez les autres faire leur business, gérez votre business déjà, puis on s'en fout. Et c'est des gens très sympas, moi j'en connais vraiment des gens qui sont très sympas, mais qui sont comme ça dès que ça touche leur business, quoi. Et t'as envie de dire, les gars, calmez-vous, franchement, calmez-vous, don't stress. Alors je sais que c'est leur boulot, c'est avec ça qu'ils peuvent bouffer, qu'ils ont eu des problèmes, etc. Mais dans ces cas-là, fais autre chose. Si vraiment t'en arrives à faire des guéguerres comme ça de gamins, fais un autre boulot, vraiment, trouve-toi autre chose, va bosser au combini ou j'en sais rien, puis t'arrêteras de faire chier les gens comme ça, puis tu te feras sûrement moins chier toi aussi. Mais bref. Donc voilà, pour revenir à ça, c'est pour vous dire que j'avais fait ce truc-là avec un guide, donc qui était Angelo, qui maintenant est en solo, sur Osaka, et qui est un très bon guide, je vous le conseille, si vous cherchez quelqu'un sur Osaka, moi j'avais passé un très bon moment avec lui, alors que j'avais beaucoup hésité à le prendre à l'époque où il travaillait pour les safaris. J'étais passé par tous les autres, et Angelo, quand je le voyais sur Twitter, moi j'étais moins fan, parce que j'avais l'impression que c'était un peu trop guide historique. Il adore sa ville, ça se voit, puis c'était beaucoup de trucs très historiques sur sa ville, et moi j'avoue je suis pas très historique. Voilà, moi je suis plus à kiffer comme ça, même si ça peut m'intéresser, tu m'en parles, et si tu en parles bien, ça peut être cool, mais comme ça de base, d'avoir des trucs historiques, des petites anecdotes, quand en 1646, avant Osaka c'était comme ça, bon, franchement je m'en branle un peu, mais encore une fois, chacun ses plaisirs. Encore une fois, quand vous choisissez un guide, c'est hyper important de choisir ce que vous voulez, comment vous voulez être guidé. Est-ce que vous voulez beaucoup marcher, est-ce que vous voulez découvrir, est-ce que vous vous laissez vraiment aller, est-ce que vous voulez juste
par un guide finalement, mais un assistant qui va vous amener là où vous avez envie pour vous simplifier la vie, parce que pour moi c'est pas la même chose, hein. J'ai déjà vu des gens par exemple demander des guides, mais en gros leur dire moi je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je veux que tu m'amènes ci, je veux que tu m'amènes là. Bah non mec, c'était avec un guide. Le guide c'est lui qui va t'amener, il va te faire découvrir. Toi t'as juste à te mettre en mode cerveau off, puis tu suis. Il va te faire découvrir des trucs cool, laisse-le. Si t'as besoin de quelqu'un pour t'amener et t'aider à aller dans des endroits et que t'as déjà tout ton parcours, prends pas un guide, prends plutôt un assistant, quelqu'un qui va t'aider ou un traducteur, mais pas un guide. En tout cas, un guide est, pour moi, le principe du guide, c'est qu'il est là pour vous amener, vous faire découvrir quelque chose que vous n'auriez pas fait vous-même, que vous n'auriez pas cherché vous-même, ou voilà, et puis que vous mettez un peu le cerveau en off, puis c'est un peu la facilité. Il va vous faire découvrir plein de choses, voilà. Et puis vous laissez aller, vous suivez, tout simplement. Puis bah du coup, il faut bien choisir la personnalité qui vous convient, puis le genre de personne que ça va être. Si ça va être un mec plus historique, si ça va être des groupes de vin, si ça va être des groupes en privé, voilà. Enfin, il y a plein de trucs. Puis le caractère de la personne, voilà, tout simplement. Mais bref, j'avais fait ça moi avec Angelo et franchement c'était super. Donc au début j'étais vraiment genre je l'avais fait parce qu'en disant bon allez j'ai fait un peu tous les autres donc je vais quand même tester Angelo et j'avais passé un très bon moment et c'était un de mes meilleurs moments de guide de safari. Mec qui était vraiment très cool, j'avais passé un très bon moment, on avait pu discuter de plein de trucs et tout, c'était très très chouette. J'avais passé un super moment, un super gars. Et bref, il m'avait amené là-bas pendant le Osaka Safari parce qu'il m'avait dit tu connais déjà Osaka et tout, etc. Donc je vais te faire un peu découvrir d'autres coins. Et c'est vrai que c'était cool parce que c'était dans la préfecture de Nara, c'est très proche d'Osaka. Et donc c'était il y a 6 ans et on avait fait en fait une partie, c'est un genre de temple qui est dans la montagne et qui est très joli. Et il y a une autre partie moi que j'avais pas fait à l'époque, c'était un vieux parc d'attractions. Et bon, c'était normal qu'on fasse pas le parc d'attractions on peut pas tout faire, puis en plus le parc d'attractions ça faisait pas très voyage au Japon quoi. Mais du coup c'était chouette parce que là j'ai refait la même chose, puis je vous ferai sûrement un podcast pour en parler plus en détail, hein. Mais je mettrai déjà les photos là normalement cette semaine sur le Patreon comme d'hab, avec les adresses qui vont bien. Puis c'est un coin, vraiment, c'est une balade sympa que j'aimerais bien refaire, parce que là, j'ai plus focus au parc d'attractions que le temple, parce que ma Megumi avait pas trop envie de marcher dans la montagne et de grimper, mais puis on n'avait pas le temps de tout faire non plus. Mais voilà, je pense que je vais y retourner pour bien aller me balader tout ça, mais on en reparlera dans un podcast spécial, peut-être dans le prochain, s'il y a pas assez de FAQ, ou dans celui d'après. Mais bref, c'était un bon week-end, j'ai passé vraiment un bon moment, c'était cool, dans un vieux parc d'attractions et tout. J'ai hâte de vous en parler, puis les photos sont cool, j'ai pris des photos sympas, donc j'étais assez content. Et puis pour finir avec le 3615 ma vie, parce que c'est quand même 20 minutes de 3615 ma vie, pour le changement de nom, ça suit son cours. L'ambassade m'a même répondu à une de mes questions, car j'avais du mal à avoir un justificatif de domicile, même si on m'a conseillé d'aller en Combini avec ma carte My Number pour imprimer un papier officiel, chose que j'ai fait, effectivement c'est très simple de faire ça. Mais finalement l'ambassade m'a dit que vu que j'étais inscrit au registre des Français de l'étranger, j'avais pas besoin de le faire. Mais bon, dans le doute, je leur ai filé le plus de papiers que l'inverse, parce qu'on connaît les administrations françaises. En tout cas, j'ai lancé la machine, j'ai envoyé mes papiers, on va voir ce que ça donne, mais après moi j'ai surtout un petit peu peur de la suite, c'est-à-dire qu'une fois que mon nom va être changé, où il va falloir avertir tous les trucs, l'administration japonaise, changer la carte de résident, changer le visa, changer les banques, voilà, moi j'ai peur de ça, où ils vont me dire « Ah mais attendez, non c'est pas le même, qu'est-ce qu'on fait, on clôture votre compte ?» Enfin, je m'attends à ce qu'ils soient pas prêts pour ce genre de conneries, je vais peut-être avoir une bonne surprise, mais je sens que ça va être une bonne galère, mais bon. Encore une fois, ça va être de la galère pendant cette année, puis ça sera de la paix sociale pour la suite. Donc, bon, je suis quand même content de l'avoir fait. Mais voilà pour le 3615 ma vie, on va donc reprendre maintenant la suite du podcast avec les réponses à vos questions. Donc on continue la FAQ avec la question 19. Bon, il y a déjà 19 questions, hein, on continue. Et donc la première question de ce podcast, c'est est-ce que les Japonais sont des gens jaloux ? Alors les Japonais, je sais pas, en général, parce que je connais pas parfaitement les Japonais, hein, je peux pas vous le dire. Mais la mienne, en tout cas, oui, un grand oui, elle est très très jalouse. C'est même too much. Elle a vécu pas mal de tromperies, d'abandons, etc., de choses pas très propres qui l'ont un peu marqué, du coup, dans sa vie. Et donc la mienne, elle est ultra jalouse. Elle est persuadée que je vais la tromper, quoi qu'il arrive, car je suis un garçon, voilà. Et que forcément, les garçons, ça trompe. Alors que pourtant je la rassure sans arrêt, que je suis un gars quand même qui est très très gentil, puis moi justement tromper c'est le truc que j'ai jamais fait, puis que je ferai jamais, on peut jamais dire jamais, mais voilà, c'est quelque chose en tout cas que j'ai pas envie c'est quelque chose que je trouve pas respectueux pour la personne. Sans me vanter, je suis vraiment quelqu'un de très gentil, je suis quelqu'un d'intentionné et prévenant, mais bon, j'ai beau faire tous les efforts que je veux, elle reste super jalouse, puis même si elle sait que c'est bête, parce qu'elle le voit bien que je suis comme ça, elle arrive pas à le gérer quoi. Et c'est même un peu chiant, hein, parce que du coup, je suis considéré de base comme un criminel, alors que j'ai rien fait. Voilà, donc c'est vrai que parfois c'est un peu emmerdant, parce que tu sors, puis elle va te dire tu vas voir quelqu'un. Tu fais, mais là, je sors juste me balader. Moi, j'adore me balader, faire des photos tout seul, elle le sait. Mais voilà, du coup, moi, je me retrouve avec un petit truc dessus en me disant putain,
C'est chiant parce que bah, je sais elle va un peu dans sa tête se faire des films et tout, puis je sais qu'elle va passer un mauvais moment, donc moi aussi je passe un mauvais moment du coup quand on est dehors. Donc c'est un peu relou, mais bon, j'y travaille, je sais que ça va prendre du temps. Ça s'est amélioré même par rapport au début, mais je sais que ça va prendre pas mal de temps avant de trouver une situation à peu près correcte. Mais bon, la mienne, voilà, en tout cas, est très très jalouse. Après, pour les Japonais en général, je sais pas vraiment pour le coup, hein. Je sais par contre qu'ils trompent énormément. Je vous l'avais déjà dit, hein, mais au Japon, j'ai l'impression que c'est presque normal de tromper. Voilà. Vaut mieux tromper son conjoint que divorcer, pour l'image. Et souvent, les gens ici vont se marier par nécessité finalement. Ils ont envie d'être choufou, d'être femme au foyer, de trouver un bon parti, de trouver une fille qui présente bien en société, qui va bien présenter à sa maman et à ses collègues, ça fait classe parce que regarde, elle est jolie. Se caser avant les 30 ans, c'est hyper important parce qu'après 30 ans, mon Dieu, il y a la société qui va te dire mais tu es un rebut. Bref, voilà, il y a plein de choses encore qui sont très présentes ici. Et souvent, bah, c'est pas des mariages d'amour, c'est des mariages qui sont très rapides. Je vous l'ai déjà dit, hein, ici on se marie en 2 semaines, on peut être marié en 2 mois. Moi, même Megumi, elle est en PLS parce qu'elle sait que bah, je lui ai dit que voilà, c'est pas tout de suite, ça va faire 1 an qu'on est ensemble et c'est compliqué de comprendre que bah, ça fait 1 an quoi. Même parfois elle me dit j'ai bien compris que tu vas pas te marier. J'ai pas dit ça, j'ai juste dit qu'il faut prendre un peu de temps, c'est normal. Bref, ça donne des couples qui n'ont pas beaucoup d'amour, souvent, ou de points en commun, tout simplement, et qui, du coup, à un moment donné, bah, sont là plus par praticité. J'en ai parlé justement avec mes amis la dernière fois, puis on était vraiment là à se dire, à échanger un peu les expériences qu'on avait eues, puis le truc qu'on avait entendu. Puis c'est vraiment, ils ont un côté pratique. Pour eux, le mariage, c'est un contrat pratique. Donc, faut pas le voir comme nous, faut pas le juger non plus, dire, ah, c'est nul, ah, les Japonais, non, c'est pas ça, c'est que c'est différent. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je vous laisse juger, après, c'est à vous de choisir. Moi, personnellement, c'est pas le genre de mariage qui m'intéresse. Mais pourquoi pas? C'est aussi une idée de se dire, bah, le mariage, c'est quelque chose de pratique, c'est pas de l'amour. C'est bah, finalement, parfois, on est toujours là à vouloir courir après le grand amour, puis on est très déçu, puis voilà, machin et autres. Bah, eux, ils ont trouvé le côté, enfin, eux, encore une fois, on généralise, hein, mais il y a plus un côté pratique là-dedans, c'est un contrat. C'est un contrat, puis bah, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Elle m'apporte le fait qu'en société, bah, je peux me la péter. Il m'apporte de l'argent, ou elle m'apporte de l'argent tous les mois. Elle m'apporte une bonne situation, elle m'apporte un joli bébé. Voilà, mon bébé, il va être beau. Bah, vous savez, les japonaises, parfois, c'est ce qu'elles sortent, hein. Elles veulent être un étranger parce qu'elles veulent avoir un beau bébé. Elles le disent, vraiment. C'est un jouet. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça. Il y a un côté très pratique dans ce contrat. Puis finalement, après, bah voilà, c'est juste, vous êtes avec quelqu'un, il est pas chiant, vous êtes pas chiant, vous vivez un peu en coloc, c'est une genre de coloc. Parfois, c'est même mieux que d'être avec quelqu'un où ça va être un peu trop fusionnel, puis ça va être des engueulades, machin et tout. Là, chacun fait sa life finalement, puis tout le monde, il trouve son compte, puis on n'emmerde pas l'autre. Voilà. Et c'est souvent, hein, là, un des garçons avec qui j'étais disait que bah, une de ses amies était mariée, puis elle avait calculé depuis le début qu'elle allait rester 8 ans avec son mari, le temps que son enfant soit assez grand, puis qu'une fois que son enfant était assez grand, bah sûrement elle divorcerait. Voilà. Parce que là, pour l'instant, c'est pratique. Voilà, c'est pratique, mais elle l'aime pas. Puis quand il lui dit, mais pourquoi tu t'en vas pas si t'es pas heureuse et tout, elle me fait, oh, c'est pas que je suis pas heureuse, c'est que oh, je sais rien quoi, mais bon, ça reste pratique. Ça reste pratique pour l'instant. Donc pour l'instant, bah voilà. Puis c'est un calcul froid. Mais comme les calculs froids, on en fait tous, hein. Je veux dire, on fait tous des calculs froids tous les jours pour des choses. Bon, bah, quand vous êtes sorti avec quelqu'un parce qu'elle avait des gros seins ou parce qu'il avait des gros pecs, bon, bah, c'est des calculs froids aussi, hein. C'est pas. Voilà, c'est autre chose. C'est un autre univers. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je sais pas, mais en tout cas, c'est très différent. Et je vous ai déjà dit, hein, mais moi, il y avait une fille avec qui j'étais très proche qui m'avait dit un jour qu'elle s'était mariée, alors que bah, je le savais même pas, mais voilà, et qu'elle s'était mariée il y a 3 mois. Alors j'étais, ah ok, pourtant, bah, on était très proches, quoi. Et elle m'a bien fait comprendre qu'elle avait quand même hâte de me rencontrer quand je reviendrai au Japon, car on était des amis un peu spéciales. Bref, vous l'avez compris, hein, c'était pas pour faire une cérémonie du thé, et ça, tout ça après juste 3 mois de mariage. C'est quand même un peu glauque, mais bon, bah, encore une fois, on voit avec nos yeux, avec notre expérience, avec notre culture, mais pour eux c'est différent. Et après encore une fois on généralise, hein. Il y a des Japonais qui sont très amoureux, qui vivent leur vie, machin et tout, faut pas tout généraliser et dire que tous les Japonais sont comme ça, mais ça arrive assez souvent. La proportion j'en sais rien, mais en tout cas ça se voit assez souvent pour qu'on en entende souvent parler, ce genre de mariages finalement qui sont des mariages de pratique plus qu'autre chose. Mais bref, vous l'avez compris, sur la jalousie, du coup je suis pas sûr qu'ils soient à bloc dans la jalousie, même si je pense que ouais, les japonaises quand même parfois peuvent avoir, vous savez, hein, dans les dramas où on les voit complètement folles, assassinées, machin et tout, je pense qu'il y en a qui existent un peu comme ça. Puis vu qu'il y a beaucoup, ils sortent pas leurs émotions, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent à l'intérieur, qui restent à l'intérieur, et qui du coup parfois sortent de façon explosive, et du coup bah, la jalousie doit faire partie aussi de ces trucs là, c'est-à-dire qu'on va pas le faire remarquer, puis au bout d'un moment, boum, ça va exploser d'un coup, mais genre too much. Bon, moi par contre la mienne, voilà, elle me fait pas des scènes dehors, mais clairement, régulièrement, dès que je vais sortir, je vais avoir le droit à une petite remarque, une crainte ou un truc comme ça. Bon, bah c'est comme ça, mais bon, elle a un passif, donc je le sais, j'ai signé pour ça, je le savais en signant, donc ouais, j'essaye de travailler pour la rassurer, mais je sais que ça prendra du temps. Question 20, est-ce qu'il fête la Saint-Valentin
autant que nous. Est-ce que c'est vrai que la fille, c'est les filles qui offrent des chocolats? Bah oui. Alors oui, ils la fêtent encore plus que nous, à vrai dire, hein. Ici, c'est le pays du commerce, du marketing et du capitalisme. Donc forcément, une fête à la base capitaliste est super bien fêtée ici. Les magasins jouent à fond la carte de la Saint-Valentin, t'as des trucs de cœur, des trucs de Saint-Valentin, des trucs kawaii pendant un mois non-stop. Puis vous le savez, ici, c'est juste une fois qu'il y a un truc qui est fini, on lance la nouvelle mode. Donc quand Noël c'est fini, pam, c'est la Saint-Valentin. Une fois que la Saint-Valentin est fini, pam, c'est l'autre truc. Une fois que c'est l'autre truc, pam, c'est l'autre truc. Voilà, c'est le lendemain, c'est fini, hein. Noël, le 25, pouf, tout est enlevé, il n'y a plus rien. Noël, c'est fini, ça n'existe plus. Et puis on passe au nouveau truc commercial qui va vendre. C'est un pays capitaliste, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais ici, effectivement, la Saint-Valentin, c'est en deux parties. Il y a la Saint-Valentin où les filles offrent effectivement des chocolats aux garçons, et le White Day qui est le match retour en quelque sorte, un mois plus tard, où les garçons offrent cette fois-ci des chocolats ou autre chose. On peut offrir des chocolats, comme je disais aussi, à ses amis, à ses collègues, etc. C'est un gros truc ici. Voilà, on peut l'offrir pour l'amitié, c'est pas que l'amour, c'est aussi pour dire je t'apprécie. Voilà. Alors, je crois que suivant les couleurs, suivant les machins, ça veut dire, après j'avoue, j'ai pas trop suivi exactement, mais on peut offrir des trucs juste pour les amis. Par contre, c'est pas le côté chérie, j'ai acheté des fleurs, je t'ai fait un repas romantique à la maison, puis bam 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 pendant toute la nuit. Non, c'est vraiment plus le côté chocolat et je te déclare mon amour ou le fait que tu comptes pour moi. Voilà, c'est pas le gros repas, le gros dîner, machin et tout, c'est vraiment le petit cadeau que tu fais comme ça pour. C'est pas le dîner romantique, quoi. Mais c'est une institution, même plus que Noël, hein, ici, hein, ou quoi que ce soit. Hein. Pour moi, en gros, c'est la fête commerciale quasiment. C'est la Saint-Valentin et le White Day. C'est celle qui pulse le plus, avec peut-être aussi. Il y a aussi Halloween ici qu'ils aiment bien, où il y a beaucoup commercialement, on le voit bien présent. Mais je sais pas lequel entre Halloween et la Saint-Valentin est le plus massif. Mais en tout cas, c'est bien présent dans les boutiques. Et effectivement, donc oui, les filles offrent des chocolats la Saint-Valentin, et après, c'est les garçons qui vont offrir en retour. Voilà, tout simplement. Question 21, c'était quoi ce date avec cette complotiste dont j'avais parlé en revenant au Japon, quand je suis revenu, donc il y a à peu près un an environ. Alors c'était pas vraiment un date déjà, hein, c'était dans un café, ou un café-bar, où j'ai l'habitude de bosser avec mon laptop. J'étais en train de préparer l'aménagement justement de mon appartement, hein, j'avais pas encore mon appart et je préparais les meubles, etc., où j'allais mettre tel ou tel meuble. C'était un week-end, et là, effectivement, il y a une Megumi qui s'installe en face de moi. C'était une grosse table, voilà, je sens qu'elle a envie de parler. Pas forcément avec moi, mais elle regarde un peu partout, tout le monde, tu sens. Voilà, et parfois il y a des gens, tu sens qu'ils ont envie de discuter, qui sont pas là juste parce qu'ils sont là pour boire un café, quoi. Ils sont là avec leur café, mais en gros, ils sont venus dans un endroit où il y a des gaijins, où il y a des gens pour pouvoir discuter. Elle regarde les autres, donc essaye d'avoir des eye contact avec les gens autour d'elle, elle part fumer plusieurs fois, etc. Elle parle avec quelqu'un quand elle va fumer et tout, etc. Donc pareil, hein, je pense qu'elle est partie fumer pour discuter. Ça dure une bonne heure comme ça, puis à un moment donné, elle revient d'une pause cigarette et là, elle m'accoste. Donc bon, je parle un peu. Au début, on parle de tout, de rien, je sais plus comment elle m'accoste, mais bon, voilà, là, tu trouves un sujet à la con. Ah, c'est sympa. La fille est plutôt stylée, hein, vraiment très jolie, bien apprêtée, etc. Mignonne. Pas mon style, mais voilà, qui pourrait plaire à beaucoup de garçons, je pense. Une japonaise qui a vécu un peu en France, qui adore la France, travaille dans la mode, bref, discussion ouverte, sympa, c'est très cool. Elle parle anglais, elle parle bien anglais. Elle parle un peu français, pas beaucoup mais un petit peu. Et puis voilà, on parle de tout et de rien. Puis d'un seul, on est parti, enfin elle est partie, parce que moi j'avais rien fait, sur les théories du complot. Elle en avait marre de porter le masque, m'explique que ça sert à rien, que c'est pour annihiler, j'arrive pas à parler, le monde, me parle du virus du singe. Est-ce que j'avais entendu parler du virus du singe? J'étais là, non, je sais pas. Qui est créé par Bill Gates? Non, il y a peu de chances que j'ai entendu parler d'un virus créé par Bill Gates. Bref, j'ai eu 10 minutes de what the fuck, mais total, où elle disait que Bill Gates, de toute façon, était là pour renverser le monde et qu'il avait fait du virus pour nous contrôler, qu'il voulait nous tuer tous. Là, j'étais waouh! Mais c'était vraiment arrivé d'un coup comme ça, j'étais là, oui, très bien. Puis moi, je suis quelqu'un de plutôt gentil. Je suis le genre de personne je suis le client parfait du chauffeur de taxi parisien, en quelque sorte. Parce que vous savez, les chauffeurs de taxi parisiens, pour ceux qui ont pris déjà les taxis à Paris, c'est souvent des conversations où vous avez envie de vous ouvrir les veines, mais de tout et de rien. C'est-à-dire que vous pouvez aller d'un sujet à l'autre, ça peut être, de toute façon, les Arabes, il y en a trop, hein, dit par un mec qui est rebeu. Bah, tu fais, bon, ok, très bien. Ou le mec qui va dire, de toute façon, moi j'en ai marre de ça, puis les machins, et puis les trucs. Puis en fait, vous pouvez avoir vraiment tout l'étalage possible des débats politiques français, mais dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire que c'est pas genre que droite, que gauche, machin, tout. Vous avez tout, vous avez la totale. Et suivant votre chauffeur de taxi, voilà, il y a un sujet qui va tomber, un topic.
Et moi, je suis plutôt du genre parce que j'ai pas envie qu'on me fasse chier, parce que j'en ai rien à branler en fait de discuter de ce genre de truc. Alors je pourrais ne rien dire et faire ne parlez pas, ne parlez pas, ne me parlez pas, ne m'adressez pas la parole, non. Mais moi, dans ces cas-là, je suis plus du genre à rentrer dans leur jeu, c'est-à-dire que je vais exactement dire la même chose. Donc si le mec me dit ouais, y a trop d'arabes en France, je dis ah oui, on est envahi, on est plus chez nous. Puis si le mec il fait ouais, il y a trop de blancs en France, je fais bah oui, on est envahi, on est plus chez nous. Enfin moi je surfe sur le truc parce que ça me fait marrer en plus, puis ça me fait souvent les gens du coup sortent de la grosse merde et ça me fait très rigoler. Dans tous les sujets possibles, encore une fois, inimaginables, hein. Comme je vous le dis, hein, tu peux avoir vraiment toutes les versions. Les deux versions, même parfois, le même mec peut te sortir un truc totalement contradictoire. Bref, je suis quelqu'un qui est très arrangeant, surtout quand je vois des gens qui racontent pour moi de la merde, ou qui vont dans des conversations où il faut peut-être que tu t'adaptes à la conversation, aux personnes qui sont en face en te disant bon, peut-être que mes conversations de racisme, je peux peut-être les garder pour moi et en parler avec mes potes, et pas parler avec n'importe qui que je connais pas. Mais voilà, eux, c'est le chauffeur de taxi a souvent pas de limite, ou je sais pas, j'ai peut-être la tête qui fait. Donc là, la meuf est arrivée avec son truc de complotiste, donc j'étais là, je suis ah oui, ouais, Bill Gates, hein. Bill Gates il va tous nous tuer, hein. Moi je connais Bill, je peux te dire qu'il en a fait des trucs dégueulasses. Bon après je rentre pas dans le truc dedans à fond, hein, parce que après sinon je pense qu'ils sont capables de vous enrôler dans une secte. Mais voilà, c'était très 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 drôle. C'était un peu n'importe quoi. Puis j'étais waouh, c'était vraiment du what the fuck. Puis après, bon, j'ai réussi parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas envie non plus de parler des virus du singe et de Bill Gates pendant 2 ans. Donc j'ai réussi un peu à rebouger le truc, hein. C'est pareil pour le chauffeur de taxi, hein. Je vais pas faire des. Bon, le chauffeur de taxi, on sait que c'est limité, hein. Ça s'arrête au bout d'un moment. Alors qu'elle, je savais pas quand est-ce qu'elle allait partir. Donc j'ai un peu recentré la conversation. Mais bon, du coup, après, je me suis dit oui. Alors on a échangé nos Instagram et tout, mais peu de chances qu'on se reparle. Parce que bon, moi, je suis pas du tout conspirationniste, hein, il faut le savoir. Voilà, je n'entendrai pas sur Export Japon des théories sur la conspiration. La Terre, pour moi, n'est pas plate. Peut-être que j'ai tort, mais voilà. Et Bill Gates ne va pas tous nous tuer. Peut-être que Bill Gates finalement a un super plan derrière et puis que je suis passé à côté, mais je pense que parfois ça va un peu trop loin. Voilà. Donc ouais, c'était très rigolo, c'était un moment très rigolo. Bon, après c'était pas un des meilleurs moments de ma vie non plus, hein, parce que j'aurais préféré ne pas en arriver là, mais j'avoue que c'était totalement what the fuck, quoi. Nous passons à la question 22 maintenant. Est-ce que l'adaptation à la vie de couple, pour moi, digital nomade, qui était avant digital nomade, habitué à l'indépendance, est difficile, compte tenu aussi des horaires décalés que j'ai, vu que je travaille la nuit, vous le savez, au sein de mon couple, est-ce que c'est compliqué? Puis la différence de culture. Alors, c'est une bonne question, hein, qu'elle est bonne, hein. Voilà, une bonne question qu'elle est bonne, comme on dit. Alors oui, j'ai un gros problème, moi, perso, avec la liberté, que j'avais pas avant, à vrai dire. Enfin, j'avais de la liberté avant, mais j'avais pas ce problème-là, je ressentais pas ce truc-là. Mais depuis que j'ai tenté l'aventure au Japon en 2018, que j'ai tout quitté, hein, que j'ai pas bossé pendant 3 ans finalement, en étant étudiant, en cherchant un peu ma voie, j'ai vraiment kiffé ma vie à ce moment-là. Le fait de ne pas avoir d'emprise de personne, que ce soit une entreprise, j'avais pas d'horaire, je pouvais m'organiser comme je voulais, sachant que je suis quelqu'un en plus d'organiser, donc je m'organise très bien tout seul, c'était pas un problème pour moi. Bref, revenir dans le monde du travail, pour moi, ça a déjà été compliqué, hein. Et maintenant, d'être en couple, c'est un peu dur aussi. Bon, après, je fais avec, hein, je m'adapte, hein. Et puis, je suis quelqu'un de très rationnel aussi, hein. Comme par exemple, quand j'ai dû revenir du Japon en sachant pas si j'allais pouvoir revenir, c'était compliqué, mais je me suis pas roulé par terre en me disant c'est affreux, mon Dieu. Puis j'ai pas pleuré dans tous les sens, je me suis pas fait ma victime en disant mais qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu. Non, voilà, c'est comme ça, faut avancer, on fait avec, on n'est pas content, mais on doit faire avec, c'est comme ça, on s'adapte. Donc j'ai conscience par exemple dans mon couple qu'il faut que je fasse des efforts, j'en fais pas mal, mais c'est sûr que la liberté c'est un truc qui me manque vraiment beaucoup. Mais pas que à cause du couple, hein, aussi à cause du boulot comme je vous l'ai dit. Moi avoir des horaires maintenant, je trouve ça chiant de devoir être là de telle heure à telle heure, faire 5 heures de réunion par jour, ça m'épuise, c'est pas un truc qui me passionne. Devoir travailler à des horaires et à des horaires fixes et pas quand tu es le plus apte finalement, c'est un truc qui me frustre. Après, c'est la vie, hein. Les 3 quarts des gens doivent travailler comme ça, donc puis moi ça me permet de vivre au Japon, donc je vais pas non plus me dire mon Dieu c'est affreux, etc. Je fais avec, voilà, tout simplement, c'est comme ça, on fait pas toujours ce qu'on veut. Moi si j'avais le choix, je ne travaillerais pas, puis j'aurais un 300 mètres carrés en plein milieu de Tokyo, à Shibuya, mais je ne peux pas faire ce que je veux, donc on doit s'adapter, puis on essaye de trouver sa voie petit à petit, puis d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne le mieux. Mais bon, quand j'étais en mode sans boulot, par exemple, je me levais quand je voulais. Je travaillais parfois l'après-midi, parfois le matin, parfois le soir aussi, parfois le week-end. Quand il pleuvait le week-end, je me disais, je bosse à la maison, puis je sortais la semaine. Je m'adaptais vraiment au jour le jour. Je travaillais pas en mode horaire, voilà, mais plus en mode mission. Je me donnais des tâches aussi, des objectifs. C'est-à-dire que j'allais pas dire, tiens, aujourd'hui j'ai 8 heures à faire. Je me disais, tiens, je vais essayer de finir ça aujourd'hui. Puis ça me prenait 10 heures, ça me prenait 10 heures. Si ça me prenait 2 heures, ça me prenait 2 heures. Voilà. Et du coup, ça, j'avoue que j'aimais bien aussi. Parce que je trouve que faire 8 heures pour faire 8 heures, j'ai jamais été. Il y a plein de gens, vous le savez, en mode d'entreprise, hein. Alors on peut se la jouer, on peut pas tenir ce discours parce que forcément ça va faire machin et tout, mais les 3 quarts des gens qui doivent travailler 4 heures ou 3 heures dans une journée. Le reste du temps, ils glandent ou ils travaillent très lentement.
Si on était vraiment effectif et qu'on faisait vraiment son boulot, je pense que les trois quarts des gens feraient leur boulot en 2-3 heures. Vraiment. C'est quelque chose que je pense sincèrement. Peut-être pas tout le monde, peut-être pas dans tous les métiers, mais dans l'ensemble, en général, je pense qu'on serait capable de faire notre boulot en 2-3 heures et qu'on aurait autant d'efficacité que quand on reste 8 heures au travail. Mais bon. Après, voilà, il faudrait pas que. Le problème, c'est peut-être que si on décalait à 3 heures, les gens maintenant feraient plus que 30 minutes de travail et glanderaient les 2h30 qui resteraient. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que les gens ne travaillent pas 8 heures non-stop à fond, clairement, dans une journée. En général, encore une fois. Et donc, moi, du coup, en mode nomade, je bossais aussi déjà en décalé, hein, mais avec un décalage qui était différent au Japon. C'est-à-dire que je travaillais l'après-midi et puis le soir. Là, maintenant, je travaille la nuit. Pour le côté couple, alors oui, j'ai beaucoup moins de temps libre aussi. C'est surtout ça qui me frustre finalement, de ne pas vraiment pouvoir me balader tout seul quand je veux, de devoir m'adapter à mes sorties, enfin adapter mes sorties à ma Megumi. Là, par exemple, elle va pas marcher 30 km. Pour vous dire, on s'est pris la tête 5 minutes dimanche dernier car j'avais prévu une grosse balade avec un début dans un temple, comme je vous l'ai dit, puis à la fin le parc d'attractions. Elle voulait voir qu'elle voulait voir le parc d'attractions, puis le temple aussi. Mais le temple, fallait pas mal grimper. Puis elle était un peu au bout de sa vie, il faisait chaud, hein, moi aussi. Hein. Mais bon, je savais qu'il y avait encore une belle balade à faire dans la forêt, qu'il y avait des belles photos à faire. Sauf que j'ai eu le droit à une mini-crise, qu'elle était fatiguée, blablabla. J'ai donc cédé en disant, bon, ok, on va au parc d'attractions. Là, j'ai eu le droit au fameux, non, mais c'est bon, je vais rentrer. Vous savez, le truc, quand t'es en train qu'on est énervé, puis qu'on a un petit côté énervé, puis qu'on part tout en scandale, on fait un drama, on raconte de la merde, alors qu'elle voulait faire le parc, hein, techniquement. Donc voilà, elle m'a demandé si j'étais déçu, j'ai dit que bah oui, parce que je pensais me balader plus, mais bon, la vie, c'est des concessions, hein. Comme j'ai dit, j'étais déçu, mais je t'ai pas dit, ah oui, quand même, c'est nul et tout. Je lui ai dit, bah oui, je suis déçu, je suis honnête, mais bon, encore une fois, la vie, c'est des concessions. Moi, je suis du genre à me dire, bon, bah c'est pas grave, puis j'ai passé un bon moment quand même, mais bon, dans l'autre sens, je pense que j'aurais eu le droit à une crise monumentale. Les gens qui sont bonnes pattes sont pas si nombreux que ça, honnêtement. C'est pour ça que j'ai de la chance avec mes meilleurs amis, parce qu'ils sont vraiment pas prises de tête. Avec qui je peux marcher n'importe où, ils sont pas relous, même si les lieux est pas ouf, ils me feront pas chier. Puis s'ils sont fatigués, ils vont me dire je suis fatigué, puis moi je vais pas les faire chier, je vais pas leur dire ah bah non, mais on avait encore tout ça à faire. Non, parce que je sais qu'ils sont de bonne composition. Moi, quand je suis avec des gens de bonne composition, je suis de bonne composition aussi, puis voilà. Encore une fois, il faut s'adapter, quoi. Mais bon, ça m'invite aussi à aller me faire refaire des balades tout seul de toute façon. Et pour ce soir, elle travaille pas. Pour l'instant, elle travaille pas, donc elle dort pas beaucoup, elle s'adapte à mon rythme, elle reste éveillée et se couche en même temps que moi finalement. Alors c'est pas très problématique pour l'instant mon travail de nuit. Mon problème au final c'est vraiment plus sur le temps libre, où j'ai beaucoup de mal à en trouver pour avancer sur les projets que j'avais, etc. J'ai l'impression de courir après le temps et pas faire grand chose. Et surtout moins profiter de ce que j'aimais. Mais bon, après il y a aussi des bons côtés, hein, forcément au couple. Faut savoir faire des compromis, faut juste arriver à trouver le bon truc. C'est pas facile toujours à trouver, le juste équilibre. Je travaille encore, hein, mais comme je le disais, je suis plutôt du genre à faire des compromis, à pas trop me prendre le chou sur des trucs où il n'y a pas besoin. C'est dans mon caractère. Voilà. Après, bon, pour l'instant, elle travaille pas, donc on est souvent ensemble. Je pense que le jour où elle travaillera, j'aurai sûrement un peu plus de temps libre aussi. Puis voilà, on va s'adapter, etc. Puis de toute façon, je sais que ma vie ne sera pas la même en étant en couple. Mais c'est vrai que c'est difficile. J'ai vécu en tant que célibataire, en tant que nomade tout seul, et que j'en parlais avec des amis aussi là, qui ont divorcé, etc. Puis effectivement, le côté de retrouver sa liberté, c'est quand même bien, de pouvoir faire ce que tu veux, manger quand tu veux, faire ce que tu as envie. Là, par exemple, un truc bête, mais quand on va sortir, elle doit se maquiller. Une fille, ça prend du temps pour se maquiller, enfin une fille en généralisme, en tout cas, elle prend du temps pour se maquiller. Donc moi, si je me réveille un peu en retard, en 30 minutes, je peux être sorti en ayant pris ma douche, etc. Elle, il va falloir 2 heures. Donc si je me suis levé un peu en retard, c'est mort par exemple pour aller se balader. Voilà, c'est le genre de choses qu'il faut s'adapter. C'est un peu chiant. Mais bon, il y a d'autres côtés positifs à côté, donc on contrebalance, puis faut faire le pour et le contre, et puis voilà, puis c'est comme ça. Puis tant que l'autre en face fait aussi des efforts aussi, je pense que ça peut bien se passer, mais clairement, à partir du moment où vous habitez plus tout seul, il y a des compromis à faire et votre vie n'est plus la même. Donc non, j'arrive à m'y faire, mais voilà, c'est vrai que, par contre, c'est vrai que ce sentiment de liberté, j'aimerais bien le retrouver. Là, j'aime bien le travail que je fais, tout, etc., mais je pense qu'au bout d'un moment, je pense que je vais quand même essayer de faire un truc à moi, puis de pouvoir justement retrouver un peu cette liberté de travail. J'aimerais pouvoir travailler dans les cafés la journée, pouvoir organiser mon temps de travail comme j'ai envie. Ouais, c'est un truc que j'ai envie de retrouver à un moment donné. Je suis pas pressé, ça arrivera quand ça arrivera, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que je travaille un peu là-dessus. Question 23, j'ai cru comprendre que ça ne se faisait pas de marcher en mangeant. Est-ce bien le cas ? La personne me dit qu'il a vu un youtubeur se faire virer par un policier parce qu'il s'était accroupi dans une rue pour vite manger sa pâtisserie. Bon, voilà, ma Megumi, ça doit être une gueudin, parce qu'elle mange souvent dans la rue.
Alors, je pense qu'on peut manger dans la rue, hein, c'est pas un problème. J'ai déjà vu des Juichi, des Megumi s'arrêter, manger, même s'accroupir, etc. Même si s'arrêter, s'accroupir et manger dans un coin, suivant le coin où on peut se faire dégager, c'est vrai. Je me souviens m'être fait dégager en tant que touriste, par exemple, parce que je m'étais assis sur un genre de plot en pierre pour boire un peu d'eau. Et le mec de la sécurité de l'immeuble m'avait fait comprendre, ah non, il faut pas rester ici, etc. et tout. Mais sinon, on peut franchement grignoter en marchant. Quand vous prenez de la street food, de toute façon, il faut bien la manger quelque part, hein. Donc non, la plupart du temps, ça pose aucun problème. Vous pouvez manger et marcher dans la rue. C'est pas mal vu. Je sais qu'il y a plein de petits trucs comme ça qui sortent souvent sur le Japon. Genre, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Ouais, dans l'ensemble, j'ai jamais trop vu de problématiques. Ça choque pas non plus les gens. Encore une fois, tant que vous faites les choses de façon polie. Puis voilà, vous jetez pas votre papier par terre, vous êtes pas puis en mettre de partout dans tous les coins, que ça reste discret. Ouais, je pense que vous ferez chier personne, et puis voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, vous pouvez y aller tranquille. Question 24, la personne me dit qu'elle est difficile et que ça lui arrive de laisser des choses dans son assiette, genre trier les oignons, etc. Est-ce que c'est blasphématoire au Japon? Alors là aussi, comme dirait l'autre, venez comme vous êtes. Non, c'est pas blasphématoire du tout de pas, vous pouvez manger puis laisser des choses, hein. C'est pareil, hein, il y a des gens qui vous le feront peut-être remarquer, hein, mais d'autres non. C'est comme en France finalement. En règle générale, ne vous prenez pas trop la tête. C'est bien de se renseigner, hein, de respecter au mieux les coutumes locales, hein, je suis le premier à vous dire de le faire, mais on ne va pas vous faire un scandale pour le genre de choses. Note, en parlant de ça, moi j'ai rencontré un touriste qui s'est fait vilipender, enfin une touriste qui s'est fait vilipender avec un marteau à la main par une fleuriste. Alors oui, c'est quand même assez étrange, mais en gros la demoiselle, de ce que j'ai compris, avait demandé à la fleuriste si elle pouvait se prendre en photo avec elle. Et de ce que j'ai compris, elle avait demandé ça en anglais. La mamie n'a pas apprécié a priori le côté anglais, et elle a commencé à râler et à lui dire de partir violemment avec un marteau à la main. Bon, je pense pas qu'elle était en train de lui taper dessus, hein, mais genre pour lui dire ouais, laissez-moi tranquille, etc. Bon, c'est la première fois que j'entends ce genre d'histoire, mais bon, comme partout, il y a des gens plus ou moins bourrus, et puis là, elle est tombée sur quelqu'un de bourru, donc ça peut arriver. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez manger et puis laisser des choses dans votre assiette. On ne vous en voudra pas, ça arrive, c'est normal. Puis on est au Japon aussi, hein, ils sont comme nous, hein, il y a des gens qui vont tout finir leur assiette et puis qui vont, voilà, machin. Puis d'autres non. Puis de toute façon, vous êtes là en touriste, hein. Les gens savent que vous êtes des touristes, vous êtes des étrangers, donc vous faites des choses de façon différente, en général. Question 25, qui est donc une autre question. Pourrais-tu parler du secteur du tourisme, donc du guide, des agences de voyage, etc. Et est-ce que tu penses que ça recrute? Alors oui, ça recrute, vraiment beaucoup. Comme partout finalement, parce qu'avec le Covid, ils ont viré tout le monde dans le tourisme. Donc que ça soit les agences de voyage, les guides, les hôtels, etc., ça recrute à tour de bras. Après, si la question c'est est-ce que je peux avoir un visa grâce au travail dans le tourisme, la réponse sera en gros non. Voilà, tu n'auras pas un visa comme ça par magie. En tout cas, il y a des grandes chances qu'on vous en fera pas. Mais attention, ça dépend aussi de votre profil et du secteur d'activité. Comme je le disais en octobre dernier, un camarade de mon école a eu un visa pour travailler pour Hilton, pour être manager. Mais bon, on va pas prendre une petite main et lui faire un visa, quoi. On va pas vous faire un visa si votre truc c'est de faire le ménage, quoi. Il y a peu de chance. Vous aurez plus de chances finalement de trouver un boulot dans le tourisme si vous avez déjà un visa en poche, par contre. Ça, c'est sûr. Perso, j'ai eu des tonnes de sollicitations aussi pour être guide. Mais là, on m'a pas proposé de m'embaucher. Guide, c'est souvent du freelance. On va pas vous embaucher en tant que guide. Vous allez être un prestataire finalement pour une agence de voyage. J'ai même des agences de voyage anglaises qui m'ont contacté parce qu'ils étaient à la ramasse. Il y a eu un masse de touristes qui sont revenus, tous les gens qui étaient un peu en train de ronger leurs freins et qui sont arrivés au Japon. Et du coup, ils se sont retrouvés avec pas assez de guides parce qu'il y a plein de guides qui étaient plus là, qui étaient plus dispo, qui ont arrêté parce que ils avaient plus d'argent pendant 2 ans. Et puis c'est pareil pour les personnels des hôtels, hein. Les personnels des hôtels, ils ont eu un gros problème dans les hôtels parce qu'ils étaient en sous-effectif de ouf. Et parce qu'ils ont viré tout le monde, encore une fois. Mais bon, après c'est normal, ils n'avaient pas d'argent, donc ils ne pouvaient pas garder les gens. Mais voilà, pour être guide, et pour les gens qui voudraient être guides ou qui veulent travailler dans le tourisme, je voudrais vraiment remettre un truc dans le contexte pour que vous ayez ça en tête. Je veux pas faire le mec qui vous dit faites pas ça, de toute façon vous n'y arriverez jamais. Mais je veux juste que vous gardiez les choses en tête, les côtés négatifs. C'est super important toujours d'avoir les côtés positifs et négatifs en tête. Ne misez pas tout sur votre carrière de guide ou de tourisme. Ne misez pas tout là-dessus. Ou alors ayez conscience que votre aventure au Japon peut s'arrêter du jour au lendemain. Parce qu'ils sont nombreux à avoir perdu leur boulot et visa à cause du Covid, par exemple. Et ils ont dû retourner en France. Ou juste prendre... ils ont perdu leur boulot et ils n'ont plus de revenus. Et donc, ciao le Japon. Ils sont nombreux à avoir serré les dents et à avoir flingué toutes leurs économies. Parce que 2 ans et demi sans revenus, faut pouvoir les tenir. Voilà. Et même si vous avez le visa et que vous êtes marié, il n'y a plus d'argent qui rentre, hein. Et là, vous pensez au Covid. Mais sur une période de 10 ans, il y avait Fukushima aussi qui était là. Et Fukushima, pendant 2 ans,
le tourisme, il était au plus bas, hein. Et j'oublie sûrement certains passages. Je parlais avec un guide qui me disait que sur 10 ans, finalement, il avait bossé moins de 5 ans, à cause des vrais 5 ans pleins, quoi, à cause des freins dans le tourisme. Bref, c'est un métier qui a beaucoup d'aléas, et surtout au Japon, entre les virus, le Covid, le virus du poulet, les tremblements de terre, il y a beaucoup de freins. Même si c'est un secteur qui explose en ce moment au Japon, et où il y a beaucoup d'opportunités, gardez bien en tête que ça peut être un projet risqué. Après, c'est comme tout, dans la vie, il faut prendre des risques, mais c'est juste que toujours, c'est un truc important pour moi, je veux que vous pesiez bien le pour et le contre quand vous partez dans des projets comme ça, que vous partiez en connaissance, et pas vous retrouver dans 4 ans sur Twitter en disant « Oh mon Dieu, j'ai tout perdu, c'est la merde, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ?» Bah non mec, tu pouvais le savoir, tout ça c'était prévisible, parce que justement, ce genre d'aventure est vraiment prévisible. Si vous voulez bosser dans le tourisme, prévoyez un plan B, en cas de ralentissement, par exemple du tourisme, un autre métier possible. Est-ce que votre visa va le permettre? Est-ce que vous pouvez prévoir des économies pour tenir un moment en tout cas? Moi par exemple, j'adorerais être guide, hein, ça me passionnerait plus que mon métier actuel, même hein, en étant honnête. Hein. J'adore explorer, j'adore marcher, j'adore partager sur le Japon, c'est un métier que j'aimerais faire, dans lequel je m'épanouirais. Mais j'ai déjà eu beaucoup de demandes, encore une fois, hein, de guide, même sans faire la promotion. Donc je me dis qu'en faisant un peu la promotion, je pourrais avoir des revenus qui seraient corrects. Mais perso, je me lancerai pas en tant que guide je me lancerai que si j'ai une assise financière qui me laisse par exemple 2-3 ans de revenus en cas de coup dur pour se retourner, ou si par exemple j'ai une autre rentrée d'argent parallèle avec un autre métier qui me prend pas trop de temps puis qui me permet d'avoir on va dire au moins la moitié de mon salaire qui tombe. Parce que je sais très bien qu'à un moment donné, pendant 2 ans, vous ne pouvez plus bosser et puis là tout va s'arrêter. Après oui, ça recrute. Moi j'ai une amie par exemple, elle avait fait une école de langue pendant 1 an, puis elle a cherché un boulot dans le tourisme, elle a trouvé un boulot dans une agence de voyage étrangère mais qui est installée au Japon. Et son boulot, le truc c'est que ça faisait au moins 5-6 ans qu'elle travaillait déjà, enfin même plus, ça faisait plus de 10 ans qu'elle travaillait dans l'industrie du tourisme. Donc c'était pas une toute jeune qui était prise comme ça, elle avait de l'expérience. Il faut savoir aussi par exemple que si vous voulez chercher, vous vous dites je voudrais travailler pour une agence de voyage française au Japon, la plupart du temps ils n'ont pas de gens ici. Moi je connais par exemple quelqu'un qui est pour une très grosse agence de voyage française spécialisée Japon. Elle est concierge, mais pendant des années, elle a été à moitié concierge pour cette société et à moitié payée par une boîte japonaise parce que la boîte pouvait pas faire son visa, la boîte française pouvait pas faire son visa. Donc du coup, elle devait travailler pour une boîte japonaise, ce qui était pas facile hein, parce que c'était dans l'ambiance japonais, à moitié pour cette boîte, à moitié pour l'autre boîte. Donc en plus, quand vous partagez 50-50, vous vous doutez que parfois c'est compliqué à gérer. Et même là, qui était quand même un poste stratégique pour eux, ils n'avaient pas de français sur place. Voilà. Ils vont pas embaucher des gens, ça va être des prestataires ou des choses comme ça. Après, il y a des agences qui sont là et autres. Je vous dis pas que vous n'allez pas pouvoir trouver. Ça se trouve, ça se cherche, mais ça va pas être en claquant des doigts. Par contre, il y a des opportunités. Clairement, en ce moment, si vous voulez être guide, il y a des opportunités. Tous les guides refusent. Là, il y a plein de gens qui se prennent à la dernière minute pour cet été. Ils n'auront pas de guide parce que tous les guides sont déjà full jusqu'à la fin de l'année. Il faut le savoir. Hein. Là, tous les guides que je connais, ils ont un planning qui est très très bien rempli. Je pense que ça va quand même se calmer hein, l'année prochaine et tout parce que là, il y avait vraiment le retour du Covid. Je pense que l'année prochaine, il va y avoir du monde, mais pas autant que cette année. Mais bon, voilà, du coup, il y a quand même truc dans les entreprises, donc dans les agences de voyage, ça recrute aussi parce que même ça, en France, ils recrutent à tour de bras hein, parce que ils ont viré tout le monde et puis maintenant il faut embaucher. Donc oui, c'est un secteur où il y a quand même du boulot. Travailler dans l'hôtellerie aussi ici, pareil, il y a du boulot. Mais on vous fera pas un visa comme ça facile juste parce que c'est vous, si vous n'avez pas vraiment du skill en plus. Voilà. Donc il faut vraiment que le skill, il faut qu'il y ait un salaire minimum aussi. Je ne sais plus de combien il est, mais pour faire un visa, il faut un certain salaire minimum. Donc si vous avez un petit salaire, on ne pourra pas vous faire un visa. En tout cas, le visa ne sera pas accepté. Donc ne rêvez pas trop non plus, mais renseignez-vous, parce que c'est peut-être possible. Il y a des gens qui le font, je vous en ai donné des exemples, donc c'est possible. Mais encore une fois, moi je veux que vous gardiez en tête, vous réfléchissiez bien à votre projet. Et que vous ne partiez pas comme ça à l'aventure, n'importe comment. C'est important de réfléchir, parce que vous allez peut-être passer un mauvais moment si vous partez un peu à l'aventure sans avoir trop préparé. Je vous donne toujours cet exemple-là, mais parce que pour moi c'est le plus frappant, de cette personne qui connaissait super bien le Japon, qui parlait super bien le japonais, c'était son rêve, le Japon depuis qu'elle est petite, puis qui est partie à l'aventure, alors qu'elle connaissait bien le Japon, mais elle connaissait bien le Japon amusement, voilà. C'était kawaii, les mangas, les machins, les lolitas, etc. C'est super, je parle japonais, c'est cool. Puis quand elle a commencé à travailler, elle a dit « Ah mais on parle derrière mon dos, ah mais ils sont méchants ». C'est pas facile. Eh oui, c'est pas facile, mais tout le monde le sait que c'est pas facile de travailler au Japon quand on est un étranger. Faut le caractère qui va avec. Ça veut pas dire que c'est obligatoire, vous allez peut-être trouver une boîte avec qui ça vient se passer, mais il y a des chances que ça soit compliqué. Mais ça, c'est tellement basique que pour moi, quelqu'un qui connaît bien le Japon aurait dû réfléchir à ça. Et après, faire des posts, larmoyer et tout, etc., j'ai envie de te dire, meuf,
t'aurais dû quand même faire un minimum d'efforts et de te renseigner, quoi. Donc c'est pour ça que... Puis du coup, elle s'est fait toute une mauvaise image du Japon, elle va donner une mauvaise image du Japon à d'autres gens, alors que finalement, tout ça était prévisible. Je dis pas qu'il faut pas en parler, mais tout ça était prévisible. Voilà, c'est juste... préparer, parce que du coup vous allez vivre un mauvais moment, alors que si vous avez préparé, que vous êtes conscient de ça, peut-être que vous allez partir, peut-être que vous allez avoir ces mauvais moments, mais vous serez prêt à les affronter, et du coup vous allez peut-être pouvoir les passer et les affronter plus facilement. Peut-être que vous allez pouvoir aussi passer outre et dire moi je veux pas de ça, donc je vais essayer de trouver une autre voie, tout simplement. Moi, par exemple, je veux pas de ça, je veux pas de travailler pour une entreprise japonaise, et donc je me suis débrouillé pour trouver une autre voie. Si j'étais parti en me disant j'adore le Japon, je vais postuler pour toutes les offres au Japon que je vois dans Internet, j'aurais sûrement été déçu, voilà. Mais j'ai pas fait ça. Donc voilà, mais en tout cas c'est possible, il y a du boulot dans le tourisme, mais va falloir cravacher un peu. Le Japon, ça se mérite, hein. Il y a des gens qui ont une vie facile et puis tout leur tombe dessus, et ça arrive aussi pour le Japon, mais moi, la plupart des gens que je connais, ils ont cravaché, ils sont revenus plusieurs fois, ils ont fait des écoles de langue. La personne dont je vous parlais qui a travaillé dans le tourisme, là, dans une agence de voyage, elle est venue au Japon 7 fois avant. Elle a fait des périodes de 3 mois, elle a fait plusieurs écoles de langue, elle a fait des PVT, des machins et tout, pour essayer de venir et de trouver une solution pour s'installer. Puis c'était compliqué, hein. 7 fois elle est venue, hein. Ça a duré longtemps. Et puis au bout d'un moment ça a marché. Voilà, il y a un moment où ça a marché, puis maintenant elle vit au Japon, elle a sa petite vie, elle a son copain japonais, elle a son boulot, puis là, même là, elle était dans le tourisme et puis elle s'est retrouvée au chômage. C'était compliqué, elle a réfléchi peut-être à rentrer en France parce qu'elle avait plus d'argent, c'était compliqué, blablabla. Puis elle a décidé de faire un petit boulot dans un hôtel pendant un moment, parce que ça lui a permis de rester, mais c'était pas son boulot à elle, c'est pas ce qui lui plaisait. Bref, ça a été une vie qui a été difficile. Pendant 2 ans de Covid, ça a été difficile pour elle, beaucoup de stress, beaucoup de trucs à gérer. Mais bon, maintenant, elle s'est accrochée, puis je pense que c'est quelqu'un de pas bête, elle avait réfléchi à tout ça. Mais voilà, il faut le préparer. C'est des choses qu'il faut préparer, c'est des choses qu'il faut le savoir. Il y a des choses qui vont vous tomber dessus pour lesquelles vous ne serez pas préparé, c'est normal, mais essayez. Il y a plein d'informations maintenant avec Internet et autres, vous pouvez discuter avec les gens, puis c'est très facile d'avoir des infos. Mais après, je ne veux pas vous décourager, foncez. Voilà, si vous avez un projet, foncez, travaillez, réfléchissez, et foncez, allez-y, tentez votre chance. Si vous pensez que c'est jouable et que vous êtes prêt, vous pouvez, ça peut se faire. Mais, encore une fois, c'est pas aussi facile que de claquer les doigts. Mais sur ce, on a fini pour cette semaine, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, il y aura encore des questions parce qu'il me reste encore. Donc si vous en avez encore en tête, n'hésitez pas à me repoker, je peux encore finir là-dessus. Je pense que ça sera le dernier quand même. Et soit je ferai un mix avec la balade dont je vous ai parlé à Nara, enfin à côté de Nara. Ou soit on parlera d'un autre sujet, puis je ferai un spécial l'épisode d'après. Mais en tout cas, j'espère que ces épisodes FAQ vous ont plu. J'espère aussi que les petites vidéos que je commence à faire sur Patreon vous plaisent aussi pour les abonnés. J'espère que ça commence à... J'en mets une par semaine pour l'instant, mais j'essaierai d'augmenter un petit peu le rythme. J'espère que ça vous plaît, j'essaie de vous faire découvrir... Voilà, pour ceux qui ne sont pas sur Patreon, en gros, j'ai fait découvrir, j'ai fait une première vidéo juste pour dire coucou en marchant dans les rues, et la deuxième vidéo, c'était pour faire découvrir un snack que j'aime bien, un snack panda, donc pour montrer un petit peu le snack que j'aimais bien, etc. Donc voilà, ça va être des vidéos sur tout et n'importe quoi, des petites vidéos courtes, toujours moins de 5 minutes, que je vais essayer de poster une fois par semaine, pour remercier les gens qui soutiennent le podcast. Puis vous avez toujours Instagram si vous voulez voir mes photos et compagnie. Sur ce, je vous dis bonne semaine, préparez bien votre future vacances au Japon ou vos projets japonais, je sais qu'il y en a qui sont en plein dedans là, de faire des écoles ou de faire des PVT, qui me posent des questions, donc combattez. Et puis je vous dis comme d'habitude, ciao bye bye, matane. 「なびく髪